Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Ce mois-ci, c'est dans le service des explorations fonctionnelles neuropédiatriques à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants que nous vous emmenons. En 2015, ce service s'est particulièrement agrandi pour devenir un des principaux en France et la prise en charge de l'épilepsie, ou plus exactement des épilepsies, y est particulièrement à la pointe. Bonjour professeur Alexis Arzimanoglou. Le service d'épileptologie que vous dirigez offre une expertise clinique de renommée internationale et s'insère dans un plus vaste service d'exploration fonctionnelle neuropédiatrique. Pouvez-vous nous présenter ces différentes activités au sein du service ? Le service regroupe plusieurs activités. Premièrement, celle des épilepsies de l'enfant qu'on réalise en collaboration avec le service de neurologie pédiatrique. Après, il y a une unité forte également qui s'occupe des troubles du sommeil chez l'enfant. Et puis, il y a toutes les explorations qu'on appelle de neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire les différentes pathologies neurologiques de l'enfant qui ont besoin d'un électroencéphalogramme, d'un électromyogramme ou de polysomnographie pour les troubles du sommeil sont réalisées dans le service. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de l'épilepsie, mais des épilepsies avec des tableaux cliniques très différents, allant de l'absence légère à la crise sévère. Pouvez-vous nous présenter ces tableaux ? Il y a des formes d'épilepsie qu'on appelle plutôt idiopathiques, c'est-à-dire des épilepsies pures, sans aucune autre maladie neurologique derrière. Mais il y a aussi des crises d'épilepsie ou des épilepsies qui sont liées à des lésions cérébrales, à des maladies neurologiques, qu'elles soient métaboliques ou qu'elles soient du système nerveux central. Il y a aussi une grande partie d'épilepsies dites génétiques, puisqu'on découvre de plus en plus des gènes qui peuvent être responsables du déclenchement de cette maladie chez un enfant donné. Combien d'enfants ou adolescents avec épilepsie vont-ils être reçus chaque année? Quels sont les traitements que l'on va pouvoir leur proposer? Le nombre de consultations est de l'ordre de 1500 ou parfois même 2000 chaque année. Le traitement le plus classique en épilepsie, bien évidemment, sont les traitements antiépileptiques. En général, on dit qu'une fois 1 ou 2 ou 3 médicaments correctement choisis, si on n'a pas un contrôle complet des crises d'épilepsie, on rentre dans ce qu'on appelle une épilepsie résistante au traitement ou pharmacorésistante. Et en fonction de ça, par la suite, il y a diverses possibilités thérapeutiques. Certaines sont palliatives, par exemple la pose d'un stimulateur du nerf vague. D'autres sont plus sur un fond de maladie métabolique, comme la mise en place d'un régime cétogène. Et puis bien évidemment, pour une grande partie de ce qu'on appelle des épilepsies focales, il y a le traitement chirurgical. Une force du service est d'avoir ce dialogue permanent entre diagnostic et thérapeutique, qui sont les deux jambes de la prise en charge. C'est aussi tout l'axe du réseau EpiCare dont vous êtes le coordinateur. Pourquoi cette dualité? La première raison de la constitution de ce réseau est qu'aujourd'hui, il est juste impensable, avec la complexité de ces pathologies, d'imaginer soit les diagnostics, soit la découverte des futurs traitements par une seule équipe sur un seul endroit ou même sur un seul pays. Donc la collaboration européenne, là, elle est fondamentale pour qu'on puisse avancer et utiliser au mieux aussi bien les outils qu'on a aujourd'hui que ceux qu'on souhaiterait découvrir pour le futur. Une petite proportion de patients va être éligible à la chirurgie de l'épilepsie et le bilan pré-chirurgical est une étape fondamentale. Alors bonjour docteur Karine Ostrovsky-Kost. Quels vont être les patients éligibles à la neurochirurgie de l'épilepsie et finalement quels sont les critères indispensables pour déterminer une intervention lourde au niveau du cerveau? Beaucoup de patients qui ont des crises, qui résistent aux médicaments, vont être des candidats à cette chirurgie. Le but du bilan préchirurgical est de savoir est-ce que chez ces patients, chez ces enfants, il y a une zone qui est limitée dans le cerveau et qui est responsable des crises. Et est-ce que cette zone, on peut la réséquer chirurgicalement, l'enlever sans créer de nouveaux problèmes, de nouvelles séquelles, qu'elles soient motrices, langagières, cognitives. Et le but de notre bilan préchirurgical, ça va vraiment être de trouver cette zone, de la délimiter et de savoir si on peut l'enlever. On comprend bien que la décision d'opérer ou non va être une balance entre les bénéfices attendus et les risques encourus. En quoi va consister cette chirurgie de l'épilepsie? Donc la chirurgie de l'épilepsie va consister à réséquer ce que l'on appelle la zone épileptogène, c'est-à-dire c'est une zone du cerveau que l'on a délimitée par notre bilan et qui est responsable des crises. Et si on enlève cette zone, on espère guérir ce patient. Quels vont être les
meilleur candidat pour cette neurochirurgie d'épilepsie et quand le bilan préchirurgical va peut-être écarter cette option? En pratique, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de meilleurs candidats. Je crois que tous les patients avec une épilepsie focale qui résiste aux médicaments doivent être candidats à faire ce bilan. Et après, on voit si on peut aller plus loin ou non. Ce parcours est quand même semé d'obstacles. Il y a des contre-indications qui peuvent être posées au fur et à mesure du bilan et c'est parfois très difficile à entendre pour les familles chez qui c'était l'option vraiment de sauvetage pour ces patients qui avaient cette épilepsie si grave. Les explorations fonctionnelles telles que l'électroencéphalographie, la polysomnographie, dans le cadre plus spécifiquement de troubles du sommeil, l'électromyographie ou encore la mesure de potentiel évoqué permettent d'affiner le diagnostic de différents troubles du système nerveux tels que l'épilepsie. Parallèlement, la recherche de troubles cognitifs est indispensable. Alors bonjour Faustine Ilski-Lecoanet. En quoi consistent les tests neuropsychologiques chez les enfants atteints d'épilepsie et à quel moment doivent-ils intervenir dans la prise en charge? Alors, les tests neuropsychologiques sont faits pour déterminer un petit peu le profil cognitif des enfants. Dans le cadre des enfants avec épilepsie, on propose des tests en fonction évidemment de leur âge et de qu'est-ce qu'on attend de leur développement à un moment donné. Et aussi par rapport au foyer épileptogène, la localisation dans le cerveau de leur foyer épileptogène, on choisit les fonctions à étudier et donc les tests qu'on va utiliser. Donc les études récentes en épileptologie montrent de plus en plus que les déficits cognitifs et les troubles de la régulation émotionnelle comme l'anxiété ou la dépression qu'on retrouve de manière fréquente dans l'épilepsie, en fait ne sont pas la résultante simplement de la chronicité de la maladie, de l'apparition et de la fréquence des crises ou même des traitements, mais que c'est une comorbidité en lien avec des processus pathologiques neurobiologiques. Alors en fonction des résultats obtenus, quels conseils allez-vous pouvoir donner à la fois aux médecins et aux chirurgiens? Alors les médecins, ils cherchent vraiment à avoir un nouveau point de vue sur leurs patients, d'un point de vue cognitif et comportemental. Dans le cadre vraiment d'un bilan préchirurgical, ce qu'on essaye de faire, c'est de prédire l'avenir de certaines fonctions cognitives après la résection du foyer épileptogène. Et sinon, ce qu'on fait aussi beaucoup dans le bilan neuropsychologique, en dehors des conseils qu'on donne aux médecins, c'est aussi beaucoup de conseils par rapport à la scolarité. Damien Decran a rencontré une patiente qui a accepté de partager avec nous son vécu avant et après l'opération. Reportage. Dans moins d'un mois, Gala va tenter de décrocher son bac. Elle profite de sa convalescence pour réviser. Elle vient tout juste de subir une intervention chirurgicale pour guérir de son épilepsie. Elle n'a que 9 ans lorsqu'elle est victime de sa première crise. Débute alors un long parcours médical. On a rencontré le professeur Zimanoglou qui m'a suivi, qui a suivi toute mon épilepsie et qui m'a donné une première molécule, un premier médicament, le Keppra. Et à mon grand malheur, c'était pas la molécule adaptée. Et suite à la prise de ce traitement, mon épilepsie a muté et elle s'est développée. Donc de la joue, elle est passée au bras et à la jambe. Du coup, tout mon côté gauche était affecté. Et on est passé de 1 crise ou 2 par semaine à 4 crises par heure. Et là, à cette époque, j'étais en 6e. Et c'était plus possible pour moi de tenir ce rythme scolaire en même temps et avec mon épilepsie. Et du coup, j'ai dû être déscolarisée pendant quelques temps. À cette époque-là, en 6e, on se forge personnellement, on essaie de se trouver un peu. On se fait des nouveaux amis au collège. Et le regard des autres sur nous est vraiment pesant. C'est-à-dire que si on ne fait pas de crise d'épilepsie, on est un enfant normal. Mais quand on en fait une, on est tout de suite catégorisé comme anormal, l'enfant malade. Différentes molécules sont testées sur Gala pour faire diminuer des crises qui s'invitent dans son quotidien de manière irrégulière. Des traitements plus ou moins lourds, plus ou moins efficaces, plus ou moins contraignants aussi. Celui que je prends n'a l'air de rien, mais j'en ai pris des plus gros avant, des plus lourds. Et je sais que si on continue à augmenter les doses tout le temps, parce que ça marche de moins en moins bien, au final, on devient un vrai légume. J'en ai fait les frais. Ça pouvait être des grosses migraines, ça pouvait être un ralentissement, même moteur. Je suis plus lente que si j'en avais pas. Dans ces conditions, Gala se voit interdire la pratique de certaines activités sportives. La perspective de passer un jour le permis de conduire est exclue et son parcours scolaire est affecté.
La décision est prise alors de subir une intervention chirurgicale, une opération réussie avec 70% de chances de guérison. Sachant que là, depuis mon opération jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas fait de crise, même pas une, je sais pas, peut-être que je retrouve un tout petit peu espoir là-dedans. Enfin, si j'étais guérie, imaginons, je pense que je serais très contente parce que ce serait plein de portes qui pourraient s'offrir à moi. Et justement, en fait, lever les blocages les uns après les autres, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et puis voilà, après des études, etc. Enfin, tout ce qui concerne les personnes, les adolescents normaux. Quelles sont les stratégies d'avenir pour la prise en charge des épilepsies de l'enfant et de l'adolescent? Alors, la prise en charge des épilepsies de l'enfant évolue en réalité tous les jours ces dernières années. On doit aussi avancer dans ce qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est-à-dire, plus le diagnostic est précis, plus on va pouvoir identifier des traitements qui ne sont plus simplement des traitements anti-crise comme les antiépileptiques, mais des traitements qui traitent la cause de la maladie épileptique. Et pour ça, bien évidemment, on a besoin d'une recherche, et d'une recherche encore une fois au niveau européen, si ce n'est au niveau international, pour avancer dans tous ces domaines. Comment les personnes qui nous regardent pourraient aujourd'hui contribuer à vos avancées? Je pense que le besoin le plus important des équipes médicales ou de recherche de pointe, comme celles aux Hospices civils de Lyon, ont surtout besoin de temps médical et de moyens pour qu'ils puissent avancer dans la recherche. Plus les dons des différentes personnes ou des grandes entreprises permettent de monter et de financer des projets de recherche, meilleures sont nos chances par la suite d'aboutir à des résultats assez rapidement. C'est un processus très long, il n'y a pas de recherche qui se fait très très vite, mais de notre côté, plus les projets sont complexes, plus on a besoin de temps et de temps médical en même temps pour permettre d'avancer dans tous ces domaines et mieux traiter demain les différentes formes d'épilepsie de l'enfant. Notre émission est à présent terminée. Le mois prochain, tout autre sujet, c'est dans le service d'allergologie et immunologie clinique à l'hôpital Lyon-Sud que nous vous emmènerons pour parler en particulier des allergies aux médicaments et des réactions inflammatoires de la peau. D'ici là, bonne santé à tous.